Bonsoir, bienvenue encore une fois sur la chaîne d'Union d'Haïti pour cette troisième partie du sujet que nous avons retenu, que sait-on de la magie? Dans cette troisième partie, nous allons voir les rites et rituels de la magie, comment elle est pratiquée ailleurs et chez nous en Haïti. Je profite de l'occasion pour saluer tous les francs-maçons haïtiens, tous les francs-maçons du monde entier, tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin au mysticisme, à la philosophie, à la franc-maçonnerie, à l'occultisme, à la kabbale, à l'ésotérisme en général. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et de sonner la cloche de notification pour avoir plus de vidéos. N'oubliez pas de nous écrire sur l'adresse ci-dessous. Nous nous ferons une joie immense de répondre à vos questions et pourquoi pas, nous pourrons les utiliser pour produire d'autres vidéos. À tout de suite. Quand est-ce qu'on peut parler de rite? Quand est-ce qu'on peut parler de rituel en magie? Nous savons qu'il y a tout plein de vidéos et de documentaires, de textes rédigés sur la magie que chacun de vous pourrait à la bonne heure consulter. Mais nous pouvons nous-mêmes introduire une certaine particularité qui existe dans ce que l'on appelle rite et rituel. Un rite normalement est supposé contenir tous les fondamentaux, tous les éléments essentiels qui doivent préparer normalement le rituel. Donc, dans le rite est contenu le rituel. Donc, le rite, c'est comme qui dirait, c'est l'ossature. Le rituel, c'est la cérémonie qui va dérouler. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans un rite? Dans un rite, il y a beaucoup de choses. Il y a premièrement l'endroit choisi. Il y a le décor. Quand je parle de décor, c'est-à-dire que la façon dont l'endroit où l'on va exécuter cette cérémonie magique est établi, est disposé. Dans le rite aussi, il y a certains éléments qui ne sont pas des éléments amovibles, c'est-à-dire inamovibles, qu'on ne va plus déplacer, qui constituent les principaux, je dirais, landmarks du rite. Donc c'est une définition un petit peu abrégée de tout ce qu'un rite peut contenir. Un rite peut contenir aussi un rythme, c'est-à-dire une musique, une façon de faire les choses. Donc le rite suppose toute une série de fonctionnements qui va permettre à la cérémonie de bien se dérouler, comme on a l'habitude de le dire assez souvent, que la cérémonie se déroule dans les offices du rite. Donc le rite prévoit comment il faut débuter, par exemple l'ouverture, et après l'ouverture, le rite va donner toute une série de points que l'on doit nécessairement couvrir tout au long du rite. Donc le rite fonctionne à partir d'un certain nombre de points établis et à partir de ces points, une cérémonie va justement se dérouler au cours du rite. C'est-à-dire en bon créole, rite landou, mais qui ça pour faire? Premièrement, on va faire ça, deuxièmement, on va faire ça, troisièmement, on va faire ça, quatrièmement, on va faire ça. Donc dans le rite, on trouve tous ces instants, tous ces moments où la cérémonie doit prendre telle direction, telle connotation donnée. Donc dans le rite aussi, il y a l'accoutrement, c'est-à-dire la façon dont les participants doivent se vêtir, où ils doivent nécessairement se tenir et à quel moment où il faut peut-être se lever, se déplacer, prendre un objet, dire quelque chose et aller se positionner dans tel ou tel endroit. Tout cela fait partie du rite. Maintenant, le rituel. Le rituel, c'est la cérémonie. Le rituel constitue en quelque sorte les gestuels, c'est-à-dire les choses que l'on va exécuter
d'une manière bien déterminée. La façon de se déplacer, la façon de parler, ce qu'il faut dire à haute voix, ce qu'il faut dire à voix basse, ou peut-être on doit s'agenouiller, cela dépend de l'occasion, ou du moins on doit se positionner pour répéter telle ou telle chose dans les offices du rite. Donc vous voyez, le rite et le rituel sont indissociables, je dirais, et l'un de l'autre, parce que l'un amène l'autre. Le rite, pour qu'on puisse comprendre le rite, il faut le rituel, c'est-à-dire il faut la cérémonie. C'est la cérémonie qui permet de comprendre le rite. Le rite établit les différents points, comme je viens de le dire. C'est le rite qui détermine où l'on doit travailler, à quelle heure on doit travailler, pourquoi on doit travailler à cette heure et qu'est-ce qu'il faut faire à cette heure bien déterminée. Donc vous pouvez voir, mes chers amis, qu'il y a différents rites, cela dépend de la culture du peuple dans lequel cette magie est pratiquée. Cela dépend aussi du lieu, du territoire, et des coutumes de ce peuple, etc. Donc le rite prend en considération toute une série de choses que doit comporter l'endroit où le rituel va se dérouler. Maintenant, le rituel, c'est la cérémonie. Dans la cérémonie, il y a un certain nombre de choses qu'il faut introduire, dégager dans le rite, et c'est la cérémonie qui détermine ces moments. Donc voilà, un rituel de magie, qu'est-ce que c'est? Un rituel de magie, justement, c'est une cérémonie qui prévoit de commencer à un point X pour arriver à un point Y donné selon ce qui a été établi. Donc, le rite peut donner libre cours à l'exécution de plusieurs rituels, plusieurs cérémonies. Dans le rite, le décor peut aussi changer, c'est-à-dire l'emplacement de certains objets rituels peut être disposé de différentes façons pour permettre au rituel de tenir place. Donc voilà en quelque sorte une courte, je dirais, définition de ce qu'est véritablement un rite et un rituel. On dit assez souvent, ou du moins on définit la magie comme étant quelque chose qui a une couleur. On parle assez souvent de magie blanche, de magie noire, de magie rouge, de magie bleue. Moi, je n'en disconviens pas. Certains auteurs disent même que la magie n'a pas de couleur. La magie n'a seulement qu'une orientation de la volonté. Là encore, je n'ai pas de problème. Mais pour moi, personnellement, la magie a une couleur. Mais la couleur que l'on attribue normalement à la magie, c'est pour différencier les méthodes employées, les modes de pratique. Pourquoi je fais référence à la pratique? C'est pour dire que si j'attribue moi personnellement une couleur à la magie, je dirais que là, il y a une magie blanche ou une magie positive et une magie noire, c'est-à-dire une magie négative. C'est-à-dire les deux couleurs que moi personnellement que je garde, comme la plupart des grands magiciens et des auteurs, c'est pour montrer l'orientation de la volonté du magicien. Soit que le magicien travaille pour le bien de la communauté, soit que le magicien travaille au détriment de la communauté. Donc là, moi personnellement, comme tant d'autres, je parle de magie blanche et magie noire. Eh bien, quand est-ce qu'elle est blanche pour moi? Elle est blanche lorsqu'on rend service à la communauté. Lorsqu'on permet à la communauté de s'épanouir, de s'émanciper avec cette forme de magie. Elle est noire quand on empêche à la communauté de s'épanouir. Quand on empêche le développement personnel dans la communauté. Le développement individuel de préférence dans la communauté. C'est-à-dire quand le magicien
s'érige en véritable sorcier pour empêcher aux gens de vivre leur vie sainement. Là, c'est de la magie noire. Donc, en réalité, la magie est une avec deux pôles. L'un positif, l'autre négatif. Donc, il faut savoir orienter ses volontés. Voyons maintenant les éléments indispensables, ou du moins les instruments indispensables qu'il faut y avoir en magie. N'oubliez pas que je viens de parler tout à l'heure, dépendamment, cela va dépendre de la culture, du peuple qui exerce cette magie, du rite choisi, et bien que je n'ai pas fait mention, parce qu'on peut avoir une vidéo spécialement pour parler uniquement de rite, et nous pouvons comprendre que pour qu'il y ait rite et rituel, pour qu'il y ait cérémonie, il faut avoir un certain nombre d'instruments qui doivent normalement régir la cérémonie. Donc, parmi les instruments les plus célèbres qu'on peut retrouver en magie, il y a ce qu'on appelle les figures géométriques. Nous entendons ici par le cercle magique, comme on en parle assez souvent. Le cercle magique, il y a le triangle magique, il y a les brûloirs à parfum, qu'il ne faut pas confondre avec les brûloirs à encens. Donc, on n'est pas obligé dans une cérémonie magique ou dans un rituel magique de brûler les parfums au même endroit que les encens. Les encens aussi sont des parfums. Mais je parle ici de certaines catégories de parfums et l'encens aussi est une catégorie que l'on peut prendre à part entière. Donc, à part les brûloirs, nous avons aussi la baguette magique, nous avons la lampe magique, nous avons aussi le miroir magique et en fin de compte, nous avons ce qu'on appelle la coiffe ou la couronne magique, c'est-à-dire ce que l'on pose sur la tête qui définit en quelque sorte l'autorité du chef, l'autorité de celui qui est en train d'exécuter cette cérémonie. Maintenant, pourquoi un rite, pourquoi un rituel et pourquoi des éléments, j'allais oublier, il y a aussi l'épée magique. Donc, il n'y a pas que ça comme des instruments magiques que l'on peut trouver dans la pratique ou bien dans l'exercice d'un rite. On peut trouver d'autres choses comme la tunique, c'est-à-dire la façon dont le magicien ou le mage est habillé. Et il y a aussi la ceinture magique, c'est-à-dire ce que le magicien va porter autour de la taille, autour des reins. Il y a aussi les bougies. Et il y a les bougies, il y a les différents encens, il y a les pierres précieuses. Il y a beaucoup de choses qui rentrent justement dans cette rubrique des instruments magiques. Maintenant, pour ces instruments que je viens de citer, est-ce qu'on peut les retrouver dans toutes les formes de magie? Je pourrais dire oui et non, parce que cela va dépendre du rite. Si le rite, dans son établissement, dans sa constitution, renferme certains éléments, et bien, on peut retrouver ces éléments, par exemple, en Haïti, et on ne les retrouve pas en Europe ou en Amérique. On peut retrouver ces mêmes éléments dans le vaudou haïtien, par exemple, et on ne le retrouve pas dans la théurgie, et on ne les retrouve pas dans la magie énochienne, dans la magie des runes, par exemple. En Haïti, on n'utilise pas de runes dans la magie. Mais il peut s'avérer qu'un mystique expérimenté, un pratiquant très fervent du vaudou, introduit les runes dans le vaudou. Bon, mais ce n'est pas un élément du rite, mais ça peut faire partie d'un rituel proprement dit, établi par ce pratiquant dans le vaudou. Donc là, nous ne sommes pas en train de parler du vaudou, mais nous savons très bien, dès qu'on parle de magie, de mysticisme en Haïti, on fait assez souvent référence à la pratique du vaudou en Haïti. La question, est-ce que
tous les rites magiques sont des rites évocatoires? Ou du moins, est-ce que tous les rites magiques ou les rites mystiques sont des rites invocatoires? Quelle est la différence? Lorsqu'on invoque, on demande à l'entité de nous envoyer, ou du moins à la divinité, de nous envoyer sa force, son énergie, sa puissance, ses bénédictions. Lorsqu'on évoque de préférence, on demande personnellement ou l'on intime l'ordre à l'entité de se présenter et de se manifester. C'est deux formes de rituels magiques différentes. Il faut faire très attention. Lorsqu'on invoque, on demande à la divinité, là où elle se trouve dans sa sphère d'activité, de nous envoyer son énergie afin que nous puissions canaliser, établir, rendre possible ce que nous souhaitons ici-bas. Mais lorsqu'on évoque, on demande personnellement ou on intime l'ordre, j'ai bien dit l'ordre, on ordonne à l'entité de laisser sa sphère ou son plan d'activité, de fonctionnement et de venir là où l'on est se présenter devant nous. À ce moment-là, dans la magie invocatoire, on n'est pas obligé d'être forcément le maître de l'entité. Parce que dans la magie invocatoire, il y a surtout, certaines fois, la supplication. Mais dans la magie évocatoire, on se dresse en tant que maître absolu, surtout de l'univers, et l'on commande à cette entité de se présenter et de se manifester. À partir de ce moment-là qu'il est à notre portée, à notre merci, nous sommes capables de lui intimer l'ordre selon son champ d'activité, selon la puissance que cette entité renferme. Eh bien, nous lui intimons l'ordre de se soumettre à notre volonté et d'accomplir ce que nous voulons. Maintenant, dans la magie évocatoire, je prends la magie évocatoire tout d'abord. La magie évocatoire, c'est une magie qui est purement cérémonielle, c'est-à-dire qu'il faut une cérémonie appropriée et un rite, c'est-à-dire un certain nombre de choses doivent être mises en place pour faciliter la venue ou la descente de cette force ou de cette énergie et là où l'on veut que cette énergie soit selon notre volonté. Donc dans la magie évocatoire, les instruments magiques dont nous venons de citer tout à l'heure sont indispensables. C'est-à-dire, il faut que le mage ou le magicien ou le praticien ou le mystique qui exécute le rituel, il doit nécessairement se tenir ou avoir un cercle de protection. Tout à l'heure, nous avons énuméré dans les instruments magiques le cercle. Le cercle, c'est le symbole de l'infini, c'est le symbole de l'absolu. Donc celui qui se tient dans le cercle, il est à part entière l'infini et l'absolu. Il est le maître absolu. Donc tout ce qui va arriver après doit nécessairement se courber à sa volonté. Mais attention, il faut qu'il ait cette volonté. Il faut que cette volonté soit une volonté qui est manifeste chez le magicien. C'est pour cela, dans les deux premières parties, nous avons parlé de la magie structurelle, qui est une magie très importante, parce que le mage doit se construire, doit se structurer avant d'entreprendre des cérémonies de magie cérémonielle, parmi lesquelles la magie évocatoire en fait partie. Donc, le cercle est très important. Normalement, lorsque le mage est dans le cercle, il s'identifie au microcosme,
en se plaçant dans le macrocosme. Donc, à partir de ce moment-là, aucune entité ou aucune force n'a le droit ou la capacité de pénétrer dans ce cercle. Donc, pour que l'entité puisse se manifester normalement, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le triangle magique. Le triangle magique, c'est l'élément ou l'instrument qui va permettre à l'entité auquel on a intimé l'ordre de se présenter, de se manifester. C'est dans le triangle que l'entité se manifeste. Mais ne vous y trompez pas. L'entité, selon sa nature, peut s'opposer catégoriquement à votre volonté. Donc c'est pour cela qu'il faut que le mage soit expérimenté. Il faut que le mage doit posséder une constitution mentale, psychique, spirituelle, physique solide pour que cette entité puisse obéir à sa volonté. Et à ce moment, lorsqu'un mage n'est pas à même de pouvoir commander un esprit, véritablement, eh bien, ce sont les rôles qui s'inversent. C'est-à-dire, l'esprit ou l'entité prend le contrôle et le mage devient le sujet. Assez souvent, ce sont des catastrophes assez désastreuses qui arrivent à certains qui pensent qu'ils peuvent se lancer n'importe comment dans les pratiques magiques. Lorsqu'on parle de faire descendre, comme assez souvent on le répète chez nous, une entité dans notre milieu environnant, qu'est-ce qu'on sous-entend par là? On sous-entend par exemple de faire manifester un être immatériel dans un plan matériel. Tout d'abord, il faut un certain nombre d'instruments et d'accessoires disponibles qui, normalement, certaines fois, vont recréer, si je peux dire, la sphère ou le plan de l'entité elle-même. C'est à ce moment-là que certains accessoires, comme le goût, le parfum, interviennent. L'encens peut intervenir aussi. Les condensateurs fluidiques sont indispensables. Les condensateurs fluidiques, il y en a plusieurs. Il y a le miroir, par exemple, le miroir magique. Donc le miroir peut aussi servir de condensateur fluidique. Il y a d'autres condensateurs fluidiques. Il y a les condensateurs fluidiques aériens, par exemple, et que je viens d'en parler, les parfums et les encens. Il y a les condensateurs solides, par exemple, les pierres précieuses, les métaux et tout ça. Donc, mais un condensateur, c'est un objet rituel préparé préalablement par le magicien ou le mage ou le praticien pour les utiliser dans des opérations évocatoires, dans des opérations mystiques. Donc voilà, je pense qu'à ce stade, vous avez une idée peut-être claire et nette de ce qu'est un rite et un rituel, une cérémonie. Donc, nous avons parlé que dans notre milieu en Haïti, dans notre culture, est-ce que cette forme de magie peut être considérée dans le milieu haïtien? Oui et non. Je pourrais dire ici chez nous, nous faisons assez souvent nous faisons une sorte d'amalgame de toutes les connaissances que nous pouvons avoir sur l'ésotérisme, sur la magie. Cela va sans dire que l'on peut retrouver dans une cérémonie vaudou quelques éléments rituels appartenant à une autre culture. Par exemple, l'épée est utilisée chez nous. L'épée est utilisée chez nous dans certaines cérémonies vaudou. Tout comme l'on rencontre l'épée aussi dans certains rites mystiques étrangers. Donc, ce n'est pas que l'on retrouve, dès que l'on retrouve l'instrument dans telle ou telle culture donnée, que l'instrument exécute ou bien est utilisé pour la même chose. Non, ce n'est pas vrai. C'est pour cela que j'ai pris le soin tout à l'heure de vous parler de rite.
Parce que le rite va déterminer comment l'instrument va être utilisé dans telle ou telle cérémonie donnée. Donc, dans telle cérémonie donnée, un même élément, un même instrument peut ne pas avoir le même rôle. Donc, ça, c'est important. Donc, ici, assez souvent, la machette est remplacée par l'épée ou l'épée par la machette. Cela va dépendre dans quelle situation ésotérique que l'on se retrouve, dans quelle cérémonie et dans quel rituel qu'on se retrouve. Tout comme il y a encore un instrument que je n'avais pas mentionné dans les instruments magiques et mystiques, il y a ce qu'on appelle l'atamé. L'atamé, c'est le gros couteau, le poignard, si l'on peut dire, que l'on trouve dans toutes les magies du monde. Mais on ne l'utilise pas de la même façon. Un poignard dans le vaudou ne signifie pas forcément le même poignard dans un rite théurgique, par exemple, ou dans une magie évocatoire. Et dans la magie évocatoire, lorsqu'on évoque les esprits, on n'est pas forcément ancré à invoquer des esprits bienfaisants. La majeure partie des fois de ces cérémonies sont des cérémonies qui sont consacrées à l'invocation d'entités démoniaques. Certaines personnes utilisent les termes bas astral pour un peu canaliser ou du moins dissiper les frayeurs qu'il pourrait avoir autour du mot. Mais un démon reste un démon. Celui qui évoque les démons ne l'évoque pas normalement pour faire le bien. Parce qu'un démon a une nature et un comportement, et assez souvent c'est avec ce comportement que le démon, lui, il donne ce qu'il a à donner. Donc il exécute la volonté du mage. Toujours est-il que les pratiques varient, diffèrent, dépendamment de la culture du territoire. Chez les Indiens, un couteau n'a pas la même signification que dans le culte, par exemple, vaudou. Et en parlant de rites et rituels, il n'y a pas que la magie qui utilise des rites et des rituels. La théurgie aussi, et nous pouvons dire aussi les religions sont établies à partir d'un rite bien déterminé. Et chaque religion a son propre rite. Voilà, je pense que nous allons nous arrêter là. Le temps pour vous d'entamer de plus amples recherches ou des recherches plus approfondies sur la question. D'ici là, c'était avec vous le vénérable Archange Michel Boulet. À bientôt.